Bon, bienvenue à tous dans ce TikTok du mois d'avril 2026. Merci pour votre confiance. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va profiter de la temporalité qui est assez intéressante avec, comme si vous avez lu les publications que j'ai fait avec ce conflit là entre l'eau et le feu, qui est vraiment une opportunité intéressante de mettre à jour pas mal de choses, pas mal de problématiques qui pouvaient jusqu'à maintenant nous entraver, nous bloquer dans plein de choses et qui maintenant émergent et qu'on peut du coup voir. Et une fois qu'on voit les choses, on peut les résoudre. Et donc aujourd'hui au programme, je vais vous redécrire un petit peu la temporalité. Et en fait, surtout aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, ce serait une pratique basé sur cette temporalité. Donc on va faire une pratique guidée, mais je vais vous inclure dans le process. En fait, euh, on va faire une expérimentation. Mais l'idée, c'est que je vais vous faire une pratique guidée justement pour cultiver cette eau et travailler à faire communiquer cette eau et ce feu à travers une méditation guidée. Mais du coup, je vais vous guider dans le process de la confection de l'intention, en fait, qu'on va utiliser pour cette pratique-là. D'accord? Et surtout parce que je me suis rendu compte que les Occidentaux, en fait, on a besoin tellement de comprendre ce qu'on fait pour accepter, en fait, une pratique. Et, euh, et on a même cette capacité à bloquer, en fait, à bloquer ce qu'on peut recevoir d'une pratique juste parce qu'il y a un détail qu'on comprend pas. Et donc, on va essayer de couvrir un peu tout cet aspect, l'aspect de la création de l'intention, pour se mettre dans une résonance où justement on travaille avec ces archétypes des différents éléments de la métaphysique chinoise. Donc je vais essayer de vous décrire ça pour vous amener petit à petit dans le processus et à la fin du TikTok on fera cette pratique ensemble. Ok. Et cette pratique, ça va être intéressant de la faire là puisque ça va être comme un point d'ancrage sur lequel vous pouvez revenir ensuite. J'en avais fait une en décembre qui était intéressante parce qu'on avait justement une influence de l'eau qui était assez importante et que c'était une occasion justement d'accumuler de l'eau. Et ce mois-ci, c'est une occasion de cultiver l'eau, mais plus dans le sens de l'alchimiser avec le feu, plus que de la mettre en opposition avec le feu pour la contrôler. Parce que c'est comme ça qu'on peut utiliser le Badze, en fait. C'est de comprendre, en fait, le réel comme un déroulement et comme un champ de résonance. Et en fait, ces résonances, vous pouvez y accéder. Euh, Par exemple, ce qu'on va faire là aujourd'hui, on crée comme un point d'ancrage et puis plus tard dans l'année, peut-être qu'à un moment donné, ou quand il y aura beaucoup beaucoup de feux au mois de juin et au mois de juillet par exemple, vous aurez peut-être envie de revenir à une pratique comme ça où vous pouvez réalchimiser l'eau et le feu ensemble. Ok. Je vais faire comme Joyap. Tapez un si ça vous tente. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas? Ça vous intéresse? Tapez un dans le chat. Allez-y. J'apprends à faire le show. Ah, c'est bien, vous suivez, trop bien. On va faire ça alors. Allez, on y va. Je vous ai fait une petite diapo. Donc ça, c'est la texture temporelle du mois d'avril. Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement novices dans le Badze, dans les arts métaphysiques? Pour voir comment j'ajuste mon discours, dites-moi dans le chat si jamais c'est vraiment une découverte pour vous, complète. Bon, vous avez l'air d'être tous des initiés. Donc pour ce mois d'avril, donc vous voyez que le pilier du mois c'est Jeanne Shen. Alors je vous ai mis une diapo avec des couleurs pour que ça soit plus simple. Voilà. Donc ce mois-ci, le point de référence en fait ça va être l'Oyang. D'accord. Ça va être l'Oyang qui s'enracine dans la branche du dragon. Donc le dragon, c'est la branche du dernier mois d'avril. C'est une branche de bois. Mais c'est quand même une branche qui est aussi associée à l'eau, puisque le dragon, il contient l'eau en réserve. Et donc cette Ouyang, elle n'est pas complètement isolée, elle a quand même accès à une réserve d'eau dans le dragon, qui n'est pas forcément facilement accessible, mais elle est là. Et ce qui fait qu'on a quand même une eau de bonne qualité ce mois-ci, mais qui se retrouve du coup en conflit
avec le feu yang dans le cheval de feu. Ici, on a une relation de conflit. Et donc finalement, c'est ça qui est le plus important à noter dans ce mois d'avril. Et on va le développer un peu sur le plan de la santé d'ailleurs. Ça me parle bien en fait parce que dans le, dès qu'on parle d'eau et de feu, euh, l'eau et le feu, c'est l'axe vertical, c'est le fondement en fait de toutes les dynamiques physiologiques du corps dans la médecine chinoise. Et dès qu'on a une fracture, une perte de communication entre l'eau et le feu, eh bien les deux éléments, plutôt que d'interagir ensemble, ils vont suivre chacun leur propre dynamique. Et l'eau, c'est de toujours s'écouler vers le point le plus bas. Et le feu, c'est de toujours monter et s'expanser, s'échapper vers l'extérieur. D'accord. Et cette dynamique, dans le corps humain, elle peut se manifester de plein de façons. Je vous en ai parlé dans la dernière publication. Mais généralement, on observe une sorte de polarisation. C'est-à-dire que on va observer des symptomatologies de type eau qui vont se manifester par de l'humidité, du froid dans les parties basses et à l'intérieur du corps. Et on va observer des dynamiques feu, donc de la chaleur, euh, de la rougeur, de la chaleur, dans la partie haute et à l'extérieur du corps. Donc concrètement, ça peut donner des situations où on a des sensations de froid dans les pieds ou dans les jambes. On peut avoir des sensations, ou même de façon très concrète, des urines qui sont plus fréquentes ou avoir des urines la nuit. Ça peut donner des troubles digestifs, des ballonnements, des pesanteurs du bas-ventre. Ça peut donner des selles molles parce que, regardez le... Normalement, tout le monde a du son, donc si vous n'avez pas de son, ça vient de votre côté. Donc je vous laisse gérer cette problématique de votre côté. Ok. Euh, Si l'eau s'accumule dans la partie inférieure du corps, dans le foyer inférieur, eh bien on va excréter de l'eau par les émonctoires. Donc on va pouvoir avoir des selles qui vont être plus molles, voire liquides. On va avoir donc des urines qui vont être plus abondantes. Et puis on peut avoir des pertes au niveau des organes génitaux aussi, avec des échappements de fluides. Et lorsque la chaleur, par contre, s'échappe vers le haut, on dit que le feu flotte parce qu'il peut plus venir s'ancrer, il peut plus venir s'alchimiser avec l'eau. Eh bien, il va venir perturber la partie haute du corps. Et dans la partie haute du corps, on a la tête et on va avoir des sensations d'agitation, d'anxiété, d'insomnie. Et on peut avoir aussi des tensions dans le haut du corps. Vous savez, ces gens qui ont tout le temps des tensions au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, au niveau des omoplates. On peut avoir des transpirations. On peut avoir des problématiques au niveau de la peau, parce que la chaleur, elle va se manifester par de la rougeur, par de la transpiration, par des gonflements, par de la sécheresse aussi parfois, et par des démangeaisons. La démangeaison, elle est souvent associée à la chaleur. Et donc dans les problématiques d'eczéma, par exemple, ou dans les problématiques de zona, souvent on retrouve ces dynamiques de découplage entre l'eau et le feu. Et typiquement les pathologies de peau qui se manifestent avec des symptomatologies de chaleur, ben, ça représente vraiment cette idée du feu qui flotte à la superficie. Et dans des cas un peu plus extrêmes, on peut observer carrément des saignements, euh, parce que lorsque le feu est abondant, il empêche, il agite le sang, et le sang ne peut plus être contenu dans les vaisseaux, et c'est pour ça qu'il va s'échapper. On va pouvoir avoir des saignements de gencives, des saignements de nez, voire des saignements des yeux, des oreilles, dans les cas vraiment graves, où on a justement dans des pathologies graves terminales où vraiment le feu vital s'échappe vers le haut, on va avoir des manifestations, comme c'est décrit dans les classiques, qui sont assez impressionnantes. Donc on rencontre pas en cabinet, moi que je rencontre pas en cabinet, parce que la réalité du cabinet d'un praticien de médecine chinoise en France, on touche rarement des urgences comme ça, mais c'est intéressant de s'intéresser en tout cas à comment certaines pathologies se terminent
dans les hôpitaux, pour ceux qui pratiquent la médecine chinoise, pour vraiment voir comment ces dynamiques d'interaction de l'eau et du feu qui se découplent en fait, de dissociation de l'eau et du feu, de dissociation du yin et du yang, et qui conduit à la mort in fine. Parce que finalement, toutes les pathologies peuvent s'observer sous cet angle de l'interaction de l'eau et du feu. D'ailleurs, vous avez des courants de médecine chinoise qui sont vraiment uniquement basés là-dessus, et où on va utiliser des, des pratiques de pharmacopée ou des pratiques d'acupuncture et de moxibustion justement pour aider le feu, pour guider le feu dans l'eau, nourrir l'eau si elle a besoin d'être nourrie, ou nourrir le feu s'il a besoin d'être nourri, mais toujours faire en sorte, toujours avoir cette attention du fait que on veut que le feu soit ancré dans l'eau. Une des autres grandes manifestations, j'en ai parlé, mais les insomnies, typiquement, c'est une problématique en lien avec le yang qui a une difficulté à venir rentrer dans le yin, s'interpénétrer avec le yin pour rentrer dans le sommeil. C'est comme ça qu'est décrit le sommeil dans la médecine chinoise. Et cette difficulté d'interpénétration du feu et de l'eau, elle peut avoir plein de causes. Ça peut être parce que l'eau est beaucoup trop forte, et du coup quand l'eau est trop forte et trop froide, elle repousse le feu. Mais ça peut être aussi parce que le feu est trop fort. Donc quand le feu est trop fort, il a du mal à descendre et à venir interagir avec l'eau. Et ça peut être encore d'autres problématiques. Il peut y avoir des problématiques juste de communication, où on a des mécanismes d'obstruction entre les voies de communication de l'eau et du feu. Mais bon, l'idée, c'est pas de parler trop de médecine chinoise ce soir, c'est juste d'illustrer cette temporalité et de montrer en quoi elle est intéressante, puisque si vous avez une pathologie chronique, c'est intéressant ce mois-ci de l'invectiver sous l'angle de l'eau et du feu. Parce que justement, ça va être davantage, les mécanismes vont être davantage visibles. Et si vous allez voir un praticien, par exemple, mais vous avez davantage de chances qu'il fasse un diagnostic plus juste sous cet angle-là que si vous y étiez allé à un autre moment. Et pour toutes les personnes qui, dans leur chart, ont déjà un conflit entre l'eau et le feu, eh bien, la dynamique de ce mois-ci, elle va venir faire résonner fortement cette dynamique-là, et ça vous donne aussi des indices sur euh, comment l'eau et le feu en conflit se manifestent dans votre réalité. Et ça peut être très différent en fonction de quel est votre maître du jour. Si vous êtes un maître du jour au yang, par exemple, ben ce conflit au feu il va directement venir déclencher ou résonner avec le soi, avec l'identité. Par contre, si vous êtes un maître du jour bois, par exemple, l'eau représente votre ressource. Et donc ce clash de l'eau qui est votre ressource et du feu qui est votre production, ça va représenter d'autres choses dans votre réalité. Et en fait, on va pouvoir faire des interprétations comme ça à partir de votre propre chart. Mais là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer une dynamique générale de ce que c'est la résonance du jour. On ne peut pas vraiment aller voir pour chacun d'entre vous, mais vous pouvez déjà vous en faire une idée en vous disant, ben, l'eau yang, qu'est-ce que ça représente par rapport à mon maître du jour à moi? Donc, si vous êtes un maître du jour haut, ça concerne le soi, l'alter ego ou l'identité. Si vous êtes un maître du jour bois, ça va représenter de la ressource. Si vous êtes un maître du jour feu, l'eau représente un élément pouvoir. Donc pouvoir, influence, c'est tout ce qui nous cadre, c'est tout ce qui nous forge entre guillemets. D'accord, c'est tout ce qui nous, c'est la pression qu'on reçoit. Et donc ça peut représenter les attentes des autres, le regard des autres, ça peut représenter les responsabilités qu'on porte, ça représente tout un tas de choses. Si votre maître du jour est terre, l'eau, ça représente la richesse pour un maître du jour terre, puisque la terre, c'est l'élément qui contrôle l'eau. Et ce que vous contrôlez, c'est ce que vous maîtrisez, et c'est ce qui vous donne une sensation de prise dans la réalité. Et ça parle de pouvoir, de contrôle, de maîtrise, ça parle d'avoir.
aussi, de biens matériels, de ce qu'on possède. Ensuite, pour ceux qui sont maîtres du jour métal, l'eau est votre élément de production. Donc c'est ce que vous produisez, c'est ce que vous créez, ce sont vos idées, ce sont les projets que vous démarrez. Et donc à partir de là, on va faire des interprétations différentes en fonction de quel est votre maître du jour. Ok? Mais encore une fois, c'est pas l'idée aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de faire une pratique où on va pouvoir, tous ensemble, peu importe votre maître du jour, peu importe votre chart, créer une pratique à partir de ces éléments archétypaux et de leur symbolique pour créer une pratique qui permet d'alchimiser l'eau et le feu ensemble. Ok? Et pour faire ça, on va avoir besoin de créer une intention cohérente. Ok? Et pour les occidentaux, de bien comprendre ce qui se joue. Donc je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses, de comment on met au point une pratique comme ça. Et j'espère que ça va vous permettre d'entrer pleinement dans cette pratique. Ok. Et donc on va partir, toujours pareil, de ce modèle-là, ce modèle de l'homme entre ciel et terre, qui est un modèle que j'utilise beaucoup. Si vous avez suivi les tutoriels depuis le début, je pense que je le sors à chaque fois. Mais l'idée, c'est que cette dynamique ciel-homme-terre, elle symbolise à l'échelle globale, on va dire, une dynamique entre l'espace et le temps et l'observateur ou la conscience. L'homme, en fait, il est entre la ciel et la terre. Il est coincé dans un espace-temps. D'accord? Et l'homme, finalement, c'est un observateur. Et dans la perspective des arts métaphysiques chinois, ou dans la perspective analogique du réel, le réel n'existe que s'il est observé. D'accord? S'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de réel. Ça, c'est un point fondamentalement différent de la perception rationnelle du réel où l'observateur est complètement séparé et indépendant du réel. D'accord? Sur le point de vue rationnel scientifique, par exemple, le monde, la nature, nous précède et va nous succéder, et qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça change rien. Ce qui est vrai, d'accord? Mais dans une perspective analogique, s'il n'y a plus personne pour observer un objet, alors l'objet disparaît. Et c'est vrai aussi, du point de vue de la conscience. D'accord? Donc c'est juste de bien comprendre, c'est pas une idée de dire il y en a un qui a juste, il y en a un qui a faux, c'est juste de comprendre dans chaque perspective comment est-ce qu'on perçoit le réel, puisque depuis chaque perspective, on va créer des outils différents, et si on ne fait pas la part des choses, ça crée de la confusion, en fait. D'accord? Ça fait que, par exemple, le genre de confusion, c'est de vouloir expliquer, par exemple, les arts métaphysiques avec le modèle scientifique et vouloir faire une étude scientifique. Ça n'a pas de sens, en fait. Et de la même façon, des fois, de faire des ponts trop rapides, par exemple, entre la médecine chinoise et la médecine moderne, ça ne matche pas et ça n'a pas de sens non plus. D'accord? C'est juste des perspectives du réel qui sont différentes et juste se dire quand on utilise cet outil, on est dans cette perspective du réel. Quand on utilise un autre outil, on est dans cette perspective du réel. Moi, c'est quelque chose qui a permis de mettre pas mal de cohérence dans mes pratiques parce que j'ai certains outils qui sont issus de pratiques rationnelles, puisqu'au départ, je suis kinésithérapeute et j'ai fait un certain nombre de formations, on va dire, en lien avec l'anatomie rationnelle du corps humain. Et puis, je me suis formé aussi à la médecine chinoise et je pratique aussi les arts métaphysiques. Et de bien comprendre où est-ce qu'on se situe, avec quelle perspective du réel, c'est hyper important. Ça permet de ne pas tout mélanger ensemble. Et ça permet aussi de changer de perspective quand ça nous arrange. D'accord? Il y a certaines problématiques qui sont beaucoup plus faciles à aller aborder avec une perspective analogique ou métaphysique. Il y a certaines problématiques, c'est beaucoup plus efficace d'aller les aborder avec une perspective rationnelle, avec une perspective anatomique, avec une perspective très matière. D'accord? Il ne s'agit pas d'opposer, en fait, il s'agit d'utiliser au mieux
ce que chacune des perspectives peut nous offrir. Et donc on revient à cet homme entre ciel et terre, qui est un observateur du réel, d'accord? Et le réel analogique, il est fractal, c'est-à-dire que l'ensemble du système se reflète dans chacune de ses parts. D'accord? Donc cette dynamique de ciel, homme, terre, vous la retrouvez au sein de l'homme, si vous zoomez sur l'homme. D'accord? Ça donne ça. Hop, dans l'homme, vous avez le ciel, l'homme et la terre. D'accord? Et vous voyez, quand on regardait... alors c'était où? Donc ici, je vous disais, le ciel, c'est quelque chose, par analogie, de subtil, d'accord? D'inaccessible pour l'homme. Et on y associe généralement le temporel, mais on y associe aussi tout ce qui est subtil, tout ce qui est spirituel. C'est les plans vraiment subtils, d'accord? Alors que la Terre, c'est une symbolique de la matière, et naturellement, elle est associée à l'espace, et aux quatre dimensions de l'espace, aux trois dimensions de l'espace. Ok? Et de même dans l'homme, vous allez retrouver cette dynamique ciel-homme-terre à travers ce qu'on appelle Ting Shi Shen. Euh, Shen va être l'aspect conscience, pensée. Ting va être l'aspect essence. C'est la base matérielle de notre. Oui, c'est ça. C'est la base matérielle de notre physiologie. D'accord. Et dans la médecine chinoise, le Shen réside dans le cœur. Le cœur est l'organe du feu. D'accord. Et le Ting réside dans les reins, qui est l'organe de l'eau. D'accord. Et on retrouve cette verticalité feu-eau dans la physiologie et au travers de cette triptyque ciel-homme-terre. D'accord. Et le chi, il va être associé. Alors, j'aime pas trop l'associer à quelque chose en particulier, mais le chi, c'est le vecteur qui va faire les va-et-vient et qui va faire le pont finalement entre le ting et le shen. D'accord. Mais on peut aussi le voir comme ça, c'est que dans l'homme, le ciel va représenter le mental et les pensées, et la terre va représenter les actions, les événements dans la réalité de l'homme. Et l'homme, à l'intérieur de l'homme, ce qui fait le pont entre tout ça, c'est les émotions, c'est le vécu. Ok. Maintenant, regardez. Le ciel, dans l'homme, c'est le mental et les pensées. La particularité de ce plan du ciel dans l'homme, c'est qu'il est au-dessus des considérations de l'espace-temps. C'est-à-dire que depuis votre mental, depuis vos pensées, vous pouvez penser à quelque chose qui est à l'autre bout du monde. D'accord? Donc vous n'êtes pas forcément prisonnier, en fait, du présent. D'accord? Et de la localité. Et vous pouvez aussi penser à quelque chose dans le passé, et vous pouvez aussi penser à quelque chose dans le futur. Ok? Et ça, c'est une notion qui est hyper importante, puisque depuis nos pensées, on peut très bien penser à quelque chose de très loin de nous et déclencher une émotion très forte. Par contre, l'émotion, elle est toujours dans le présent. Ok? Ça veut dire que souvent, le feu, le mental, les pensées, c'est un outil qui va créer de la décorrélation entre notre alignement du moment, notre vécu du moment. C'est-à-dire, vous pouvez très bien être sur une plage en Nouvelle-Calédonie, d'accord? L'eau est bleue, turquoise, magnifique, il fait chaud. Vous êtes en sécurité, vous êtes bien, et vous allez penser à ce qui se passe à l'autre bout du monde, dans un endroit où c'est la guerre, où il y a des gens qui meurent. Et là, vous allez ramener dans votre présent un émotionnel ou un vécu qui va être peut-être de la colère, de l'injustice, peut-être de la tristesse, de l'indignation. Alors que finalement, là où vous êtes, il n'y a rien de tout ça. Et en fait, je veux juste
vous montrer, parce que cette idée de fracture entre l'eau et le feu, cette fracture entre euh, la perception et les événements concrets et notre alignement en fait dans l'espace-temps, ce mois-ci, il est mis à l'épreuve. Et on voit très bien dans l'actualité, c'est tout ce qui se passe dans le monde là, bah, ça met tout le monde en vrac en fait. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher ces informations-là et ils vont aller s'investir émotionnellement dans des situations qui sont hors de leur portée. Ok. Et je vous disais, dans l'eau des reins, on a le Qing, qui est finalement dans ce modèle-là qui pourrait être associé au plan de la Terre. Et dans la médecine chinoise, on dit que les reins, ils contiennent ce qu'on appelle zhi, la capacité réalisatrice ou la volonté. Mais l'idée, c'est, je trouve que capacité réalisatrice, c'est intéressante. Parce que c'est ce qu'on est capable de faire ou là où on est capable d'agir dans notre réel. Et ce qui se passe, c'est que quand on décorrèle trop, comme on fait aujourd'hui en 2026, parce qu'on a accès à plein de canaux d'information qui nous permettent, avec notre mental, avec notre perception du monde, de voyager à la fois dans le temps et dans l'espace très loin. Il y en a, ils sont sur Mars hein, déjà. Mais en fait, on se met tellement loin de notre capacité réalisatrice que ce que ça crée dans l'homme, c'est une fracture qui crée de l'impuissance. Ok. Et le principal est en médecine chinoise, quand vous avez des patients, quand vous suivez des patients qui ont des maladies chroniques, qui ont des pathologies incurables, d'accord. Si vous vous intéressez à la psyché, ils ont des points de focus de leur mental qui sont beaucoup trop loin de leur capacité réalisatrice. Et c'est ce qui, in fine, crée la maladie, la plupart du temps. On peut quasiment réduire toutes les maladies à ça. Et c'est là que le travail de chaque maladie ou pathologie devient un travail du chêne, de la conscience en fait. De capacité à réaligner en fait notre plan du ciel avec nos pensées, notre mental, nos émotions, et là où on est dans l'espace, les événements, les actions qu'on est en mesure de mettre en œuvre. Alors, je vous vois pas, je regarde le chat vite fait. Est-ce que ça va pour vous? Tapez 1, tapez 2 si ça va pas. Je n'ai pas du tout Do Yang dans mon chart. Je ne peux donc la faire résonner que grâce au temporel, n'est-ce pas? Ouais, c'est exactement ça. Quand vous n'avez pas un élément dans votre chart, lorsque cet élément se présente dans le temporel, c'est un des moments dans lesquels vous pouvez justement faire résonner cet élément. Et faire résonner cet élément, ça va pouvoir se faire comme ce soir avec la pratique qu'on va faire. Mais ça peut être aussi que dans ces laps de temps-là, vous avez plus de chances de connecter avec des personnes qui portent cet élément-là avec une bonne qualité dans leur chart. Bon, c'est bon, alors j'ai pas perdu tout le monde. Ok, juste retenez bien ça, c'est que le mental, c'est à double tranchant, en fait. On peut l'utiliser pour, et vous allez le voir dans les arts métaphysiques, dans les arts taoïstes, en fait, on utilise le mental, en fait, pour façonner une intention dont on va se servir dans la pratique. Mais mal utilisé, en fait, ça cause notre perte ou notre ruine, en fait. Parce que si on l'utilise pour créer de la dissociation dans notre axe, eh bien, on crée des problèmes, en fait, dans notre réalité, des difficultés, et surtout de l'impuissance, en fait. Et donc, ce que je vous disais, c'est que l'association
de ce mental, de ces pensées et des émotions, c'est ce qui va créer I, l'intention. Donc ce caractère chinois qui est hyper intéressant puisqu'il littéralement I ça veut dire le son du cœur. D'accord? C'est le caractère du son, in sur le caractère du cœur, sin. Et donc dans toutes les pratiques, que ce soit de Qigong, que ce soit de Tai Chi, que ce soit de méditation, de Neidan, etc., on fait appel à l'intention. On a toujours cette notion d'intention qui est la partie invisible quelque part, et on a la partie terre qui est la forme. D'accord? Et c'est pour ça que souvent, les maîtres chinois, quand ils viennent dans les parcs en Europe, ils voient des gens qui font du tai chi, et ils disent c'est vide, parce qu'il n'y a pas l'intention qui accompagne le mouvement. Et souvent on fait un peu ça en Occident, c'est-à-dire qu'on apprend des formes de tai chi, des formes de qigong, et on n'a pas l'intention, on n'a pas suffisamment cultivé l'intention qui habite la forme, littéralement. Et cette notion de i, on l'utilise en permanence. Dans la médecine chinoise, on l'utilise parce que nous, dans notre pratique, surtout dans des pratiques comme l'acupuncture, l'intention qui sous-tend votre poncture, c'est ça qui fait 70% de l'effet de votre poncture, d'accord? Ça n'a pas de sens de faire une étude scientifique sur l'acupuncture en disant on va prendre Gérard là de la Conta et on va lui faire planter une aiguille dans 36 estomacs. En fait, il n'y a pas d'intention derrière. Et donc vous ne pouvez pas faire une étude, chaque praticien a sa propre intention. Et chaque patient a sa propre intention quand il va voir un praticien. Chaque patient a sa propre intention et habite son corps d'une certaine façon. De la même façon, en feng shui, chaque personne habite son lieu, sa maison ou son lieu de travail d'une façon différente. Et c'est ça qu'on travaille d'ailleurs en feng shui, c'est on travaille à comment est-ce qu'on joue sur l'intention des personnes dans ce lieu, parce que c'est ça qui habite le lieu, c'est ça qui anime les lieux. Et en Badze, on travaille aussi sur l'intention du consultant, puisque le Badze, il nous permet d'anticiper ce qui peut arriver dans le futur, mais il peut aussi rétrospectivement aller voir ce qui s'est déjà déroulé dans le passé. Quelles sont les résonances qui ont déjà été rencontrées. Et à travers ces résonances, on sait que, ben, tiens, entre l'âge de 26 et 36 ans, on a eu une forte période de conflit. Comment est-ce que, pour cette personne, s'est manifestée cette période de conflit? Quels sont les événements qui se sont déroulés? Et comment cette personne a vécu ces événements-là? Et encore une fois, on utilise notre mental, nos pensées, pour revenir dans le passé. Et vous voyez, ce qui est dans le passé est passé, d'accord? On peut plus changer les événements du passé. Par contre, on peut changer notre perception des événements du passé. Et la façon dont on perçoit les événements du passé, ça peut être soit une encre ou une attache qui nous limite, soit ça peut être un enseignement qui nous propulse. Et justement, en parlant de thérapeute, est-ce que vous consultez à Toulouse? Alors non, parce que je suis plus à Toulouse. Voilà. Je suis à Anglette maintenant. Je suis allé au bord de l'Oyang. Euh, Ok, qu'est-ce que je disais? Donc je vous expliquais ça parce qu'aujourd'hui on va essayer de construire une intention, d'accord? Aujourd'hui ce qu'on veut c'est faire communiquer l'eau et le feu. Et donc juste, je vous rappelle, on est dans une perspective du réel qui est analogique, d'accord? Et qui est résonant, d'accord? Et l'humain est comme une antenne. On va pouvoir se calibrer sur une résonance, s'aligner sur une résonance. Et pour s'aligner sur une résonance, comment est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser le mental et les pensées. C'est-à-dire que juste vous fermez les yeux. Et quand vous fermez les yeux, déjà, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez les entrées extérieures, d'accord? Donc vous passez, déjà, vous ramenez le feu dans l'eau. C'est pour ça que beaucoup de pratiques méditatives, déjà, se font les yeux fermés. Ok?
Donc vous tournez le regard à l'intérieur, vous amenez le feu dans l'eau. Déjà, juste fermez les yeux, il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire ça trop longtemps. Ensuite, avec notre mental, si vous fermez les yeux et que vous pensez par exemple à une étendue d'eau, à un océan ou à un lac, vous commencez déjà à vous caler sur une résonance de l'eau. Ensuite, l'eau, au niveau des émotions, du vécu, elle renvoie à une sensation de sécurité, si elle est harmonieuse, de paix, de puissance. Ok. Si elle est disharmonieuse, elle donne des sensations de peur, d'insécurité, d'impuissance. Sur le plan de la Terre, ben, plus vous allez vous placer dans des environnements où l'eau est présente et de bonne qualité, donc si vous êtes à côté d'une rivière, si vous êtes à côté d'un océan, ça résonne davantage, et donc vous bénéficiez davantage de cette résonance. C'est plus simple de vous aligner sur la fréquence de l'eau. Okay. Pour le feu, si vous fermez les yeux, ben vous pouvez penser à une évocation du feu. Donc aujourd'hui, on est sur le feu yang, donc ça va être le soleil, ça va être vraiment cette lumière, ce rayonnement de lumière inconditionnel dans toutes les directions, lointain, d'accord. Le feu yang, il permet d'y voir loin, d'accord. C'est aussi pour ça qu'il y a cette idée de d'amener sa pensée trop loin ce mois-ci, d'accord. Par opposition au feu yin, le feu yang, l'image, c'est le soleil. Le feu yin, c'est la flamme du foyer ou la flamme de la bougie, ou alors les étoiles ou la lune dans la voûte céleste. Pourquoi? Parce que une bougie, par exemple, vous avez besoin de vous approcher pour voir et pour sentir sa chaleur et sa lumière. Okay. Les étoiles dans le ciel, vous avez besoin d'obscurité pour pouvoir les percevoir. Quand le soleil est là, il éclipse tout le feu in. Et donc le feu in, il est généralement associé à une vision de près, dans le détail, alors que le feu yang est associé à une vision de loin, permet de se projeter loin. Euh, Et donc de la même façon, si vous vous mettez dans un environnement qui est très lumineux ou qui est très ensoleillé, vous faites davantage résonner cette idée de feu yang. Le feu yang, ça peut être aussi l'idée de la visibilité. Le fait d'avoir du public, d'avoir beaucoup de gens autour de nous, ça active la résonance du feu yang, par exemple. Donc vous voyez, ça peut se faire à plein de niveaux. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que pour cette méditation, on va utiliser vraiment des images archétypales, d'accord. Donc des images d'eau, des images de feu, pour faire résonner ces aspects-là, et on va essayer de les faire communiquer, de les faire s'alchimiser. C'est bizarre, j'ai 3 feuillants et je suis myope. Ça dépend de la qualité du feuillant. Si le feuillant, vous voyez comment on peut raisonner en fait dans le chart, c'est pas parce que vous avez beaucoup, c'est pas la quantité qui est importante. C'est pas parce que vous avez beaucoup de feuillants que vous y voyez super loin et que vous êtes Peter Pan. Enfin, c'est vraiment la qualité des éléments dans le chart. C'est-à-dire que votre maître du jour, est-ce qu'il a besoin de ce feuillant ou pas? S'il n'a pas besoin de ce feuillant, déjà c'est un élément qui est défavorable. Et si en plus il est de mauvaise qualité, c'est un élément défavorable de mauvaise qualité, et du coup oui, ça peut poser des problématiques au niveau de la vision, au niveau de la vue. Mais ça demande d'être observé dans le chart. Ok. Euh, donc on va utiliser des images naturelles, d'accord, de l'eau et du feu, et on va utiliser notre perception corporelle pour ancrer ces résonances dans le corps, et on va utiliser le haut, le bas, l'extérieur, l'intérieur, pour faire communiquer. Euh, le cœur est une entité feu. Et dans le corps, quand le cœur fonctionne mal, les membres inférieurs gonflent d'eau. Peut-on dire que l'eau et le feu ont donc un lien indéniable?
Euh, Là encore, il y a une petite, il y a un petit amalgame entre les perspectives réelles et analogiques. D'accord? Effectivement, dans certaines pathologies, quand le cœur fonctionne mal, on a des gonflements des membres, surtout des membres inférieurs. Et parfois, ça corrèle bien avec la perspective analogique, où on a une décorrélation de l'eau et du feu, mais des fois non, donc à avoir. Est-ce qu'il y aura un replay de cette méditation? Oui, je pense que je vous le mettrai sur la chaîne YouTube. Ok. Donc voilà, pour les outils, on va utiliser juste des images mentales, d'accord? Et ne vous prenez pas la tête, ne vous mettez pas de pression, juste pensez au soleil, pensez à une image de l'eau, et ensuite chacun vous créez votre propre image. Euh, Quoi d'autre? Ce qu'il faut désamorcer aussi, c'est l'attente d'une sensation, de quelque chose comme ça. Chacun aura ses propres sensations. Euh, Chacun aura son vécu, en fait, de la méditation. Donc, vous mettez pas la pression avec ça. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Et voilà, le fait qu'on fasse ça aussi tous ensemble, ben, ça fait que ça rassemble davantage d'énergie. Donc, plus il y a d'humains ensemble, plus ça fait un truc puissant. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de faire ça. Et ensuite, à l'avenir, comme je le mettrai en replay, mais vous pourrez y revenir et vous reconnecter à ce moment-là. Et vous pourrez le refaire plusieurs fois. Et peut-être que vous aurez des vécus différents à chaque fois. D'accord? Parce que la cultivation, euh, le kung fu, comme on dit en chinois, euh, c'est ça en fait, c'est de refaire plein de fois la même chose. Les arts métaphysiques, les pratiques taoïstes, le tai chi, le fondement du truc, c'est de faire tout le temps la même chose. Et en faisant tout le temps la même chose, finalement, au bout d'un moment, on se détache de la forme et on commence vraiment à travailler l'intention. Et c'est là qu'on arrive dans un raffinement et une subtilité de la pratique qui donne des résultats qui sont de plus en plus visibles, en tout cas. Ok, donc on va y aller. Donc l'idée c'est que vous soyez tous confortables et que vous ne soyez pas dérangés pendant la méditation. On n'aime pas être dérangé pendant les pratiques parce que quand on est interrompu, qu'on sursaute, c'est ce qui crée le plus de perturbations au niveau du cœur, c'est ce qui peut le plus gêner pendant une pratique. Ça peut vraiment vous sortir de la pratique ou rendre la pratique presque néfaste en fait si vous êtes interrompu pendant la pratique. Donc essayez vraiment de faire en sorte de ne pas être interrompu. Et si vous sentez que vous allez être interrompu malgré tout, ben sinon ce que vous faites c'est que bah, vous assistez, vous rentrez pas trop dans la pratique, comme ça vous êtes pas surpris et puis vous la referez plus tard. D'accord? Ok, on y va. Donc du coup, vous allez tous fermer les yeux, vous êtes en position assise, vous avez soit vous êtes en position de méditation, soit vous êtes sur une chaise avec les pieds assis au sol. Ok? Et donc, la première chose que vous allez faire, c'est de créer justement votre axe entre le ciel et la terre. D'accord? Donc vous pouvez d'abord placer votre intention au sommet du crâne, au point bas éroué. Puis vous allez placer votre intention au niveau du périnée, au point ruine, entre les deux ischions. Et à partir de là, vous allez visualiser un axe entre ces deux points et vous allez relâcher et laisser aussi le corps pour trouver un axe qui s'aligne avec le cœur, le centre de la poitrine.
Tanjong. Quand vous avez votre axe, vous posez l'intention de relâcher toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires au maintien de votre posture. Et s'il y a des douleurs, s'il y a des gênes, des inconforts ou des tensions que vous n'arrivez pas à faire lâcher et que c'est nécessaire, vous vous appuyez sur un dossier. C'est pas un problème, d'accord? Pour les hommes, vous placez votre main gauche sur le bas-ventre et la main droite par-dessus. Pour les femmes, l'inverse, vous mettez votre main droite au niveau du bas-ventre et la main gauche par-dessus. Mettez votre attention au niveau du bas-ventre. Et déjà, juste le fait de mettre votre conscience dans le bas-ventre, la conscience qui est du feu, et la zone du bas-ventre, des organes génitaux, des reins, qui est la zone de l'eau, vous commencez déjà à faire communiquer l'eau et le feu. Et on va commencer par accumuler de l'eau. Vous allez peut-être imaginer qu'il vous pleut dessus, que vous êtes sous la pluie. Et vous allez inspirer par le sommet du crâne et expirer par le sommet du crâne. Et à chaque inspiration, vous recueillez un peu de pluie, un peu d'eau. À chaque fois que vous recueillez un peu d'eau, cette eau va venir ruisseler le long de votre corps, le long de vos méridiens, et elle va rafraîchir, elle va nettoyer, purifier, fluidifier chaque partie du corps qu'elle traverse. Et comme l'eau s'écoule du point haut vers le point le plus bas, elle va venir s'accumuler sous vos mains, au niveau du bas-ventre. Et vous allez amener la respiration au niveau du visage, au niveau du front, des yeux, du nez, des oreilles. De la même façon, comme si cette zone recueillait la pluie et bénéficiait des qualités de l'eau, de nettoyage, de purification, de fluidification, de rafraîchissement, d'humidification. Et puis cette eau vient ruisseler et s'accumuler dans le bas-ventre.
Même chose au niveau de la bouche, des mâchoires, de la gorge. Vous amenez la respiration dans cette zone et vous recueillez l'eau. Au niveau de la poitrine, respirez toute la poitrine, amenez vraiment la respiration au niveau de la poitrine, parce que là vous pouvez vraiment l'amener physiquement dans cette zone. Vous allez venir respirer sous le sternum, au niveau du cœur. Comme s'il pleuvait sur le cœur. Et vous laissez descendre la respiration au niveau du ventre. Il peut que ça travaille dans le ventre, qu'il y ait des petits gargouillis. C'est normal. Continuez à accumuler l'eau au niveau du bas-ventre. Et maintenant, vous allez amener la conscience vraiment dans le bas-ventre et vous allez créer votre paysage aquatique. Donc c'est vous qui choisissez. Ça peut être un océan, un lac, une cascade, quelque chose qui vous amène un ressenti confortable, de la paix, de la sécurité, mais ça peut être aussi, si vous avez besoin, une sensation de confiance et de puissance. C'est vous qui gérez. Et maintenant, on va faire intervenir le feu. Donc vous allez visualiser comme une boule de feu, un soleil en face de vous. Et cette boule de feu ou ce soleil va se rapprocher tout doucement de votre zone entre les deux yeux jusqu'à
pénétrer dans votre tête. Donc vous incorporez cette boule de feu, cette boule de chaleur, cette boule de lumière. Et tout doucement, vous allez la guider pour la faire descendre le long de l'axe que vous avez créé en début de méditation. Et cette boule de feu, vous allez la faire rentrer dans l'eau que vous avez créée dans votre bas-ventre. Et cette alchimie, elle va créer un paysage harmonieux avec à la fois de l'eau et du feu. Vous voyez, l'eau, elle peut être... l'eau, dans la métaphysique chinoise, c'est aussi l'image de l'abysse, de ces profondeurs dans lesquelles la lumière ne parvient pas, qui représentent deux tiers de la planète, donc la majorité finalement. Et une image, par exemple, d'eau qui est harmonisée, c'est une eau, par exemple, qui est peu profonde et qui est éclairée par le soleil, où on voit le fond. Elle a un côté rassurant. Créez une eau dans laquelle vous avez envie de vous baigner. Une eau dans laquelle vous avez envie de vous immerger. Et puis on va rester là une dizaine de minutes. Vous allez rester dans le bas-ventre avec ce paysage d'eau qui peut très bien se transformer au fur et à mesure de la méditation. Et lorsque vos pensées s'échappent, vous les ramenez tout doucement au niveau du bas-ventre et vous les ramenez dans l'eau. Et ça va arriver une dizaine de fois ou une trentaine de fois. C'est pas grave, ça fait partie de l'exercice.
Si jamais il y a des zones du corps qui se tendent au bout d'un moment, vous ramenez votre respiration dans cette zone-là et vous refaites l'exercice de la pluie jusqu'à ce que ça se relâche. Tout doucement, vous allez sortir de cette eau chaude et lumineuse et ouvrir les yeux. Et vous allez frotter les mains l'une contre l'autre. Les faites chauffer un petit peu et vous allez les poser sur une partie du corps qui en a besoin.
Et voilà pour cette pratique. Ok. Hmm. Ouais, j'avais prévu de vous parler de cette idée d'abysse, là, ça m'est venu pendant la méditation. C'était difficile? Qu'est-ce qui était difficile? C'était long? Non, c'était pas long. Bah alors il faut se réentraîner alors à tenir la posture de méditation pendant un moment, mais donc voilà, les ressentis sont propres à chacun, mais voilà, c'était juste un exercice pour vous mettre en résonance avec ces éléments-là. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire pour retrouver, on va dire, une sensation de paix, de sécurité ou de puissance. Il y a vraiment cette idée de puissance dans l'eau, hein. C'est vraiment l'eau, on a une forme qui est souple, mais quand vous regardez le trigramme de l'eau, le trigramme Kan, on a un trait yang qui est entre deux traits yin, pour montrer qu'à l'extérieur c'est faible, c'est souple, mais à l'intérieur c'est fort. Ok, merci pour vos retours. Bon, mais c'est bien si vous avez ressenti du calme et de la paix. Donc voilà, vous pouvez y revenir sur cette méditation, je vous la mettrai en replay. J'avais une question par rapport à ce que tu disais au début, feu en juin. Est-ce qu'il vaut mieux éviter une intervention chirurgicale? Ça va dépendre du chart de chacun et de... Là, je peux pas répondre comme ça. Si vous avez un chart avec beaucoup de métal qui est très fort, le mois de juin, il vient harmoniser ce métal, donc le métal va s'exprimer. La chirurgie, c'est du métal, d'accord? On prend un bistouri, on prend un objet métallique, on coupe quelque chose qui est en trop. Donc c'est vraiment une action métal. Euh, donc c'est voir quelle est la qualité de cet élément métal dans votre chart. Si l'élément métal, c'est un élément qui est déjà trop fort dans votre chart, ben, le feu qui est présent au mois de juin va permettre d'atténuer la force de ce métal et de le rendre plus harmonieux. Donc à ce moment-là, c'est un bon moment pour vous. Par contre, si le métal, c'est un élément qui est utile pour vous et qui en plus il est très faible, il va être encore plus faible en juin, ben là c'est peut-être moins judicieux. Donc bah, dans ce cas-là, c'est un bon moment. À vue de nez. Bon, j'aime pas trop faire ça, mais dans le raisonnement du Badze, voilà, si le métal est déjà trop fort et que ben, vous choisissez un moment où il y a beaucoup de feu pour que ce métal il soit contrôlé, façonné. Le feu, c'est l'élément qui contrôle le métal, parce qu'il forge le métal. Et un métal qui est trop fort et qui n'est pas correctement forgé, raffiné, en fait, il va s'exprimer de façon disharmonieuse. Donc si vous rajoutez du feu, ben, ça va forcément ajouter de la qualité à ce métal. Voilà, bon, il est 21h18, je vais vous laisser. Il n'y a pas vraiment de choses à dire, hein. De toute façon, après la pratique, vous faites votre idée vous-même, voilà, Et puis vous y revenez si besoin, et puis si jamais il y a des questions qui émergent, bah, vous pourrez les poser sous la vidéo et j'y répondrai. Mais les vraies questions, elles émergent quand vous avez pratiqué deux, trois fois, donc refaites-la déjà, et puis... un chart avec beaucoup de terre cette année, le feu nourrit la terre, donc le feu va renforcer la terre.
Allez, je pense que vous êtes tous prêts pour aller dormir maintenant. Allez vous coucher. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu, de me faire confiance toujours là. C'est toujours un plaisir. Et on se dit au mois prochain pour le Tea Talk du mois de mai. Allez, ciao, ciao.